Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Ker qui a décidé, alors vous savez parfois Ker il vient un petit peu avec une ambiance vraiment particulièrement rouge flamme et là c'est plutôt blanc spectral. Salut Ker, comment tu vas avec cette petite ambiance un petit peu gothique, un petit peu Castlevania? Est-ce que ça va? Comment tu vis tes 1000 années? C'est formidable et c'est exactement la même ambiance que d'habitude en fait, j'ai rien changé. Mais en tout cas, ça fait plaisir de te retrouver toi et les mains de Daniel pour une nouvelle vidéo news. On va essayer de faire un peu plus court que la précédente qui durait 48 heures et 57 minutes. Et que Daniel a réussi à couper au montage. En fait, à chaque fois qu'on disait un truc inintéressant, et du coup, la vidéo a fait donc, elle a pu couper 36 heures. C'est quand même incroyable. Il restait plus que quelques secondes. Et Daniel m'a dit, tu veux pas qu'on laisse quand même une news ou deux? Le débat. Il y avait le bonjour, il y avait le au revoir. Et Daniel s'est dit, non mais tout le reste c'est naze, on coupe. Oui. Et le débat qu'on avait sur la raclette, est-elle trop présente ou trop absente des productions hollywoodiennes? Eh ben, elle a entièrement cut et je suis assez déçu. Ok, news pognon. Allez, vas-y, mon cher Ker. Eh ben, et il y a du lourd. Il y a du lourd parce qu'il y a Super Mario Bros. Dans la précédente vidéo, on était au tout début de la sortie de Super Mario Bros. On était dans les premières heures d'exploitation avec des prévisions qui étaient au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Et le premier week-end s'est terminé et c'est très très au-dessus de toutes les estimations pour le film de Super Mario Bros. Donc de super personnage de chez Nintendo. Film Illumination, alors que si j'ai l'air de ne pas savoir quoi dire, c'est que juste que je recherche la page où j'ai mis toutes mes notes. Il a réalisé 146 millions de dollars pour son premier week-end, étendu à plus de 200 millions aux US sur un week-end large, puisque c'était un week-end de 5 jours. Là, nous, on se base juste sur la sortie de vendredi, samedi, dimanche pour les 146 millions. Donc 146 millions, c'est le second meilleur démarrage d'un film d'animation aux États-Unis. Le meilleur démarrage, c'est toujours Les Indestructibles 2, avec 185 millions. C'est néanmoins de très loin le meilleur démarrage de l'année. Il met plus de 40 millions dans les dents à Ant-Man Quantumania. Voilà. Et au niveau mondial, mon cher Greg, puisque je sais que tu le demandes, alors bien évidemment, j'ai pas ouvert la page, si c'est bon. Figure-toi. Et du coup, dis-moi, au niveau mondial, j'ai pas ouvert la page. Alors, au niveau mondial, j'ai pas ouvert la page. Super Mario Bros. A fait plus de 300 millions de dollars. Et ça en fait le plus gros démarrage pour un film animé de l'histoire. Il s'assoit donc sur La Reine des Neiges, sur Le Monde de Dory, etc. Donc très très gros coup là de Illumination et de Nintendo pour ce film qui, je reparlerai un peu des critiques après, mais qui est a déjà dans le viseur, plus que déjà dans le viseur, Ant-Man, puisqu'il devrait le dépasser dans les heures qui viennent au niveau de l'exploitation mondiale. Et il serait déjà, d'après la presse américaine, mais ils n'ont pas dévoilé les chiffres pour l'instant. Le combat des films et scénarios. Ils n'ont pas encore dévoilé les chiffres. Il serait déjà le plus gros succès de l'année aux US en une semaine. Donc c'est The Wrap, je crois, qui a dit ça. Que c'était déjà devant Ant-Man. En une semaine, il a plié le Marvel, qui était censé être le mastodonte du cinéma américain avant la sortie de Fast and Furious 10 en mai. Alors, juste petite précision, dans la précédente vidéo, j'avais dit que le meilleur film de ce début d'année 2023 était Fast and Furious 10. Je parlais bien évidemment au niveau box-office, je parlais pas de qualité, même si pour l'instant, je n'ai pas vu Fast and Furious 10, donc ça tombe, c'est un chef-d'œuvre. Mais ayant vu les 9 précédents, je peux assez bien imaginer que ça ne va pas être le cas. John Wick 4 a passé les 300 millions de dollars au box-office mondial. Ça, c'est une grosse perf pour lui aussi. Creed 3 s'en approche. Scream 6 est devenu le plus gros succès de la franchise Scream aux États-Unis. On va faire un point sur Donjons et Dragons, dont tu as fait la critique sur la chaîne, mon cher Greg, et tu as dit que tu aimais particulièrement cette adaptation, qu'elle t'avait surprise. Figure-toi que c'est dur pour Donjons et Dragons, mais ça, je l'avais déjà évoqué dans la précédente vidéo. Même s'il y a un bouche à oreille positif pour le film, tu vois, sur son deuxième week-end, il s'est
croûté. Il a fait une belle chute, alors de 62%, donc c'est pas une chute historique, mais c'est une chute... c'est toujours normal de perdre un peu plus de la moitié de son audience d'une semaine à une autre. Il a nettement chuté puisqu'il s'est placé en 4e place lors de son deuxième week-end, donc derrière Super Mario qui a écrasé tout le monde, derrière John Wick 4, mais aussi derrière Air, le film avec Ben Affleck sur la signature du contrat légendaire de Michael Jordan avec Nike. Donc le film démarre bien, Air qui a de très bonnes critiques. Donjons et Dragons, donc je disais c'était un peu plus dur, 60 millions aux US, et au niveau mondial, pour l'instant c'est un timide 125 millions, en sachant qu'il n'était pas sorti partout, et notamment il sort ce mercredi. Donc en France, donc on enregistre mercredi, donc il sort aujourd'hui. Je vous invite à regarder la vidéo de Greg, il y a de très bonnes critiques sur le film. Les gens sont étonnés, alors c'est parce qu'ils s'attendaient bien évidemment, parce qu'on a vu le précédent Donjons et Dragons, on s'attendait à voir un film mauvais, et le premier trailer avait quoi faire flipper. Et puis ben voilà, donc moi tu m'as donné envie mon cher Greg, et dans la vidéo critique il y a beaucoup de commentaires qui le disent. Je vais juste revenir 2 secondes sur le débat qui enflamme les réseaux sociaux autour de Super Mario Bros. Il y a, donc je le disais la semaine dernière, une opposition qui ne cesse de croître entre on va dire les fans de Nintendo, les gamers, qui s'opposent aux critiques ciné qui ont globalement été plus durs avec le film que le public. Et ben je ne comprends pas ce débat qui est pour moi complètement stérile. Laissez les gens avoir leur propre avis. Si vous avez aimé Super Mario Bros, aimez-le, personne ne va vous embêter pour ça. Si les critiques n'ont pas aimé Super Mario Bros, laissez-les aussi. Là je crois que c'est Marcus de Game One qui avait dit que n'en déplaise aux rabat-joie. Mais enfin, c'est pas parce que t'as pas aimé Super Mario Bros que t'es un rabat-joie. C'est juste quelqu'un qui a un avis contraire à toi. Accepte-le. Ouvre ton esprit. Et en fait, ça, on le voit partout. Et c'est vrai qu'il y a un écart assez important quand même entre l'avis du public, qui est globalement très positif pour Super Mario Bros, et l'avis des critiques qui est plus dur pour le film. En tout cas, toujours est-il que du côté de Nintendo, c'est vraiment la fête. Et comme le film tease une suite, il y a déjà énormément d'articles sur la potentielle suite et qui serait dans le film. Donc voilà, et puis un petit mot en France quand même pour féliciter D'Artagnan qui a fait 1 million d'entrées pour sa première semaine. C'est pas le braquage du millénaire, mais c'est solide. Voilà mon cher Greg, à toi, première news. Tu sais qu'en reparlant de Donjons et Dragons, il y a plein de moments où j'ai pu voir des films d'action, des séries avec des combats de sabre laser pour certains, et je me suis dit mais c'est tellement dommage qu'ils n'ont pas la réalisation hyper efficace du combat d'épée qu'il y a avec un paladin, j'en dis pas plus. Vraiment j'ai trouvé que cette scène dépotait au niveau vraiment de l'efficacité de l'action, et je me suis mis à vouloir retrouver cette réalisation et ça dans d'autres produits culturels comme on dit. Le paladin, c'est le mec de Bridgerton qui le joue ? Oui, si je me trompe pas, ouais. J'ai pas vu Bridgerton, mais je pense... Je connais pas bien. Chris Pine, il joue quel personnage ? Il joue le bard. Il joue quelle classe ? Le bard ? Ouais. Ah, ça lui va trop bien. Un bard, c'est un peu un bard comme dans le jeu, puisque dans le jeu, le bard est un magicien. Là, c'est juste un filou qui de temps en temps va faire de la musique. C'est Jasquier. C'est un peu comme Jasquier, quoi. Exactement. Est-ce que c'est le même c'est le même bard que dans comment s'appelle cette série là, j'ai un trou, je suis désolé, je suis fatigué. Adapté de Critical Role que j'adore en plus qu'on regarde. Ah non, en fait dans Vox Machina le truc c'est que le bard est magicien parce que ils sont en train de jouer à Donjons et Dragons la 5e édition, mais le truc c'est que non là c'est vraiment Jasquier, t'as trouvé le truc, c'est Jasquier, sauf que ce serait Jasquier qui serait le leader. Il a de pas l'équipe. de pouvoir quoi. Ok, très bien. Ok. Alors j'ai vu que Michelle Rodriguez jouait la barbare. Et après, bon, les autres, je sais pas. Elle joue le même rôle que dans la vie, hein, certains disent. Et l'acteur de Jurassic World et de The Get Down, il joue le magicien. Un magicien pas très doué. Magicien, ok, très bien. Vas-y, fais ta news, mon cher Greg. Alors, fais ta news, mon cher Greg. Je vais vous parler de Stranger Things. Et oui, Stranger Things, il y a eu donc les 2 showrunners, les Duff Brothers, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et du coup, qui ont pu un peu parler de Stranger Things. Donc évidemment,
des questions autour de la saison 5 et dernière saison, mais Stranger Things ne va pas s'arrêter là, et oui, car Stranger Things, c'est également une série d'animation qui a été confirmée. Alors on n'en sait pas grand-chose, on sait juste que c'est quelque chose qu'ils veulent dans une ambiance donc des séries animées des années 80-90, et on n'en sait vraiment rien de plus. Par contre, dans l'interview, ils ont glissé qu'il y avait un spin-off de la série qui était en développement. Il n'a pas encore de nom, on n'a pas de date, mais on peut imaginer que du coup, Netflix, à chaque fois qu'ils prennent une série marquante, leur série phare, etc., ils prennent en exemple Stranger Things comme étant la série moteur. Et du coup, ils n'ont pas décidé de s'arrêter à 5 saisons. Ça va continuer, bien évidemment. Et donc, du coup, il y aura le reboot, pas dans le sens tout va redémarrer, mais il y aura une nouvelle histoire, une nouvelle aventure avec ce spin-off. Voilà. Ce qui me va bien, Stranger Things, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu cette saison dernière. Et j'adore pouvoir me plonger un petit peu dans leur univers. J'ai vraiment hâte que cette saison 5 apparaisse. Et d'ailleurs, puisque tu me parlais de Donjons et Dragons et qu'on parle de Stranger Things, sachez que sur YouTube, il y a un épisode où les acteurs de Stranger Things jouent à Donjons et Dragons pendant 1h30. C'est plutôt pas mal. Voilà. Tu veux continuer ou je fais ma news suivante ? Eh ben mon cher Greg, on va y aller pour la grosse news de la semaine. C'est le live qui est en train de faire actuellement Warner Discovery. Donc n'essayez pas de vérifier si c'est réellement en même temps pour vous, puisque nous enregistrons au moment où Warner Discovery est en train d'annoncer sa nouvelle plateforme qui s'appelle Max. Adieu HBO Max, ça avait été annoncé, teasé, ils avaient parlé d'une nouvelle plateforme pour relancer un peu la dynamique. Greg, déjà, cette plateforme Max, il y a quoi dedans, ça coûte combien, etc. Alors, mon cher Kerr, ça tombe bien que tu me poses cette question, parce que tout le monde le sait, quand il faut parler PC-TAS, c'est toi pour le point pognon, et quand il faut parler dollar, c'est de mon côté. Donc du coup, ils ont annoncé plusieurs trucs. Ils ont annoncé que donc cette nouvelle plateforme qui s'appelle Max. Alors après nous avoir mis tout un étalage pour dire que ce sera 3 fois plus rapide, les vidéos démarreront 3 fois plus rapidement que sur les HBO Max d'avant. Enfin bref, ça évidemment c'est le facteur déterminant. Hein. On prend nos abonnements parce que ça a mis une demi-seconde de moins et on est prêt à payer cher. Et du coup, donc ce 23 mai, il va y avoir un abonnement. Alors là, on parle que des prix sur le marché américain, puisqu'évidemment, pour l'instant, on n'a pas les prix en France. En France. Parce qu'en francs, tout de même, je suis vieux, mais enfin, à ce point-là. Du coup, eh bien, vous allez me dire, mais il va nous les cracher, ces chiffres. C'est pas possible. Oui, d'accord. Donc, en gros, c'est pour $16 par mois et $150 par mois, vous aurez une version sans publicité. Ce qui est quand même beau jeu. Parce que j'avoue que tu payes 150 € par an, parce que clairement ils vont nous faire la conversion dollar-euro assez facile, et t'as pas de pub. Franchement, cool. Il y aura une version avec publicité qui sera à $10 et donc à $100 par an. Ce qui, accessoirement, si je ne me trompe pas, mon cher Kerr, est le prix de Netflix sans pub. Ce qui, encore une fois, je fais une conversion dollar-euro pour un. Je serais même pas surpris qu'ils fassent plus cher sur les 2 euros en se disant c'est le vieux continent, ils ont bien de l'argent. Et du coup, évidemment, la version Ultimate, l'ultimato version, comme on dit dans le monde du ketchup, eh bien, c'est une version 4K. Avec aucun blocage, machin. Et vous pourrez télécharger sans download, offline. Et c'est la seule version où vous avez le 4K et le Dolby Atmos au niveau du son. Et là, attention, parce que là, c'est pas 10 €,
C'est pas 15 euros. Je vous fais le truc de marchand ou pas? Non, c'est 20 balles par mois et donc 200 balles par an. Ce qui est pour le coup un tout petit peu plus cher que Netflix, si je me trompe pas. Mais Netflix va monter son prix pour s'en approcher. Donc en gros, c'est Netflix un peu plus à 5 $. Pour la petite info, moi que j'ai trouvé marrant, ils avaient donc au début le nom de code secret, c'était BIM. Mais du coup, ils ont choisi Max et pas HBO Max parce qu'en fait, les équipes marketing auraient voulu de se détacher de HBO pour un plus grand public, puisque pour eux, HBO, qui est symbole pour nous et pour vous, évidemment, de qualité, pour d'autres, est symbole de séries pompeuses et chiantes. Et comme ils voulaient toucher un public le plus large possible, ils sont partis sur le nom Max. Pour que ça puisse parler à tous. Ce qui est assez marrant parce que quand j'étais ado, il y a une autre raison aussi, juste après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien en fait c'était l'expression, c'était tout, ouais t'es Max toi, et tu nous as mis la Max. Et donc maintenant en 2023 c'est de nouveau la mode, donc il a fallu 50 ans pour que le monde et la boucle temporelle se refasse. Et du coup mon cher Kerr, si tu peux, s'il te plaît, être concis sur ta partie de la news parce que j'ai pris beaucoup de temps et donc je voudrais que toi tu sois très efficace. Ouais. Alors il y a une autre raison aussi à l'utilisation du terme Max et puis HBO, c'est qu'il y avait une confusion qui avait été constatée auprès du public entre HBO Max, HBO Originals, les séries HBO et les séries HBO Max. Les gens étaient complètement perdus. Donc enlever HBO de l'équation, c'est plutôt pas mal. Surtout que ça permet en cas de flop monumental de préserver la marque HBO, mon cher Greg. Et de permettre à HBO de continuer à produire des séries de qualité, puisque étonnamment avec HBO Max qui n'a pas été un franc succès, la marque HBO elle est restée toujours une marque considérée comme aussi quali grâce au succès des séries Euphoria, Succession et House of the Dragon, donc succès populaire et critique. Donc voilà. Cette annonce de plateforme Max s'est accompagnée, histoire d'emballer le truc de manière plutôt sympathique, de plein d'autres trucs vraiment cool. On va commencer par l'officialisation de ce qu'on avait déjà évoqué dans une vidéo. C'est la série télé Harry Potter. Cette fois c'est officiel, c'est en chantier, c'est commandé. Il y a même un premier visuel qui, alors les mecs se sont vraiment démonté la tête pour faire le truc le plus original possible, puisqu'ils ont pris le Poudlard des films, le logo des films, et ils ont collé les deux ensemble. Voilà. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. Donc cette série Harry Potter, c'est 7 saisons, une saison par livre, une adaptation qui se voudra fidèle au bouquin. J.K. Rowling est productrice exécutive du film, pas du tout, de la série. Donc voilà, et alors dans le tweet d'annonce, ils disent que c'est la première série Harry Potter en développement, ce qui sous-entend, bien évidemment, quand vous utilisez le terme premier, c'est qu'il y aura un second et une troisième et une quatrième série. Bref, vous l'avez compris, la série Hogwarts Legacy arrivera prochainement. L'autre annonce, et celle-là, elle est vraiment intéressante, mon cher Greg, c'est ça. Ça, c'est un livre que j'ai dans ma main. Mais bientôt, ça sera une série que vous aurez devant vos yeux. C'est l'adaptation en série télé d'une série nouvelle de Greux Martin dans l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est les chroniques du Chevalier errant de Dunk et son écuyer Luff. Des nouvelles qui sont très appréciées des lecteurs de Greux Martin, qui abordent notamment des passages très intéressants dans l'univers de Westeros. Ça se déroule dans les 7 couronnes, donc vraiment proche des aventures de Daenerys et de Jon Snow. C'est 400 ans avant. Donc voilà, c'est quand même plus proche que House of the Dragon. C'est une confirmation. On s'attendait à la officialisation de la série sur Aegon Targaryen qu'on avait évoqué la semaine dernière dans la précédente vidéo news. Pour l'instant, ça n'est pas officiel, mais du côté de HBO, du côté de Max, on a bien fait comprendre que ça c'était en projet, la série sur Aegon, mais aussi la série sur Jon Snow et la série sur le Snake Sea, le personnage qu'on voit dans House of the Dragon, dont j'ai oublié le nom, les Velaryon, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est pour God, donc une nouvelle série God officielle. Cette fois c'est lancé. Donc on verra ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un pilote qui va être abandonné comme on avait eu la série sur l'origine
notamment des marcheurs blancs, ou est-ce que ça va aller au bout des choses comme House of the Dragon? On verra bien. Autre chose qui a été annoncée, c'est une série télé sur Conjuring, les dossiers Warren, donc sur le couple Warren. On n'a pas d'infos pour l'instant dessus, donc est-ce qu'ils vont reprendre le même casting? Et moi je trouve que l'idée est bonne, c'est-à-dire qu'on a un épisode qui nous fait flipper sur une enquête avec le couple, en mode X-Files, en mode Evil, comme je disais sur Twitter, c'est une bonne idée. À voir s'ils mènent le projet relativement bien. La série sur le pingouin, donc développée par Matt Reeves dans l'univers de The Batman, sortira en 2024 et il y a un premier trailer qui a été diffusé à l'occasion de l'annonce de Max. Et enfin, sachez qu'il y a également un premier trailer de la nouvelle saison de True Detective qui a été diffusé avec Jodie Foster en tête d'affiche, ni plus ni moins que Jodie Foster. Donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes qui ont été annoncées là. Et puisque je suis toujours dans Max, même si ça avait été annoncé avant, j'en profite pour le dire parce que ça sera diffusé sur Max. C'est la saison 3 de Euphoria qui commencera son tournage en juin. Euphoria qui est une des merveilles de la télé de ces dernières années. Et il y a une info importante qui est tombée sur la saison 3 de Euphoria, c'est qu'elle se déroulera, l'histoire se déroulera 5 ans après la saison 2. Donc là, on va avoir des personnages qui ont vieilli et d'autres problématiques. On verra si Roux s'en sort mieux que dans les 2 premières saisons. Voilà, mon cher Greg, à toi. Mais attends, pour Euphoria, ça veut dire que ils vont devoir avoir Zendaya qui a donc presque 23 ans, un truc comme ça. Son âge, quoi. Donc en fait, il va falloir la recaster. C'est pas possible. Elle est pas du tout crédible en quelqu'un qui a plus de 20 ans. C'est vrai que pour un casting de lycéens interprété par des adultes, ça va être très problématique en effet. Et je reparlerai d'Euphoria après, tu verras, mais d'une manière détournée. Très bien. Alors, du coup, eh bien, puisque nous parlons de choses vraiment qualitatives, moi je voulais faire un mea culpa, donc je vais faire rapide, hein, j'ai été trop long depuis tout à l'heure, je m'en veux sur cette histoire d'argent. Et du coup, je voulais faire un gros mea culpa. Il y a le trailer de The Marvels qui est sorti. Pour rappel, j'avais dit que beaucoup de gens l'a condamné, mais qu'il fallait vraiment essayer d'être globalement ouvert d'esprit, ne pas juger les œuvres avant qu'elles arrivent. Et j'ai vraiment là, j'ai très envie de juger ce trailer qui a l'air vraiment horriblement nul. Là, si le film est bon, ce serait vraiment une très grosse surprise. Donc, effectivement, voilà, mea culpa, c'est vrai que parfois, un trailer, ça sent pas bon. Moi, je suis étonné par tes propos, mon cher, parce que j'ai vu beaucoup de réactions positives. En tout cas, sur le trailer, dire que c'était relativement marrant. Et c'est vrai que le concept est marrant. J'ai bien aimé le fait qu'il change de corps comme ça, mais on avait vu ça déjà dans Miss Marvel à la fin. Il y a un truc qui m'a déçu dans le trailer, c'est qu'on les voit réunis ensemble, donc on sait que ça va pas durer tout le film. Mais voilà, et on voit dans ce trailer, mon cher Greg, un acteur coréen qui s'appelle Park Si-joon, qui est un acteur qu'on avait vu dans Midnight Runners et qui est une grande star montante à Hollywood. Pas du tout, une grande star à Séoul-wood, puisque c'est une star en grand devenir sud-coréenne. Voilà. Et vous pourrez faire vos recherches sur Wikipédia. Séoul-wood n'existe pas. Accessoirement, si je ne me trompe pas, va jouer le rôle du méga méchant qui s'appelle Parasite. Voilà, comme ça vous savez tout autour de The Marvels. Et du coup, j'enchaîne avec une autre news, si je trouve ma news. Ici, c'est Paramount Plus. Eh bien, la semaine dernière, on avait dit que Amazon avait fait son bilan financier et c'était clairement avait annoncé qu'ils allaient continuer à investir et de manière de plus en plus massive, proportionnellement à leur budget dans le sport. Parce que c'était ce qui représentait le plus de retour sur investissement pour eux et de la manière dont ils appréciaient qu'est-ce qui était un retour sur investissement. Et Paramount Plus, visiblement, n'avait pas son oreille dans sa poche, puisqu'ils viennent juste d'annoncer qu'ils faisaient des partenariats à plus savoir qu'en faire autour de Formula One. Et du coup, eh bien, Paramount Plus va aussi avoir un volet sport qui va débouler.
Donc si vous êtes fan de Formule 1, vous devriez en voir très vite sur Paramount+. Il y a évidemment un petit discours pour des exés de Paramount qui expliquent que c'est une première pierre à l'édifice et qu'ils vont continuer de plus en plus vers le sport. Donc c'est vraiment un truc qui va se renforcer, à la fois parce que ça génère des abonnements, et la deuxième raison, elle est peut-être moins visible par le grand public, elle est pour des raisons de publicité. En fait, j'ai vu des stats qui sont assez dingues. Il y a presque 15% des annonceurs publicitaires des grosses chaînes de télé, plateformes de streaming, etc., américaines, qui sont des marques qui n'existaient pas avant la pandémie. Chiffre qui est complètement fou. Et en fait, le truc, c'est que cette année, parce que récession un peu économique, etc., il y a beaucoup de budgets publicitaires qui sont annulés, qui sont mis en pause, et donc en fait, d'un seul coup, les chaînes de télé, les plateformes de streaming qui ont des tiers à publicité ont beaucoup moins de pubs à mettre, et vous allez dire, mais il parlait de sport avant, là il parle de pub, et en fait c'est parce que du coup, les marques, certaines ciblent spécifiquement la publicité pour les gens qui vont regarder du sport, d'autres pour des séries. Et visiblement, ce qui est discuté à Hollywood, ou en tout cas ce qui était discuté dans une conférence autour des patrons de ces plateformes, c'était que du coup il fallait être le plus agile possible, et que si les annonceurs n'avaient plus de thunes ce mois-ci sur des contenus type films et séries, il fallait qu'ils puissent proposer tout de suite du cinéma, enfin du sport pour changer. Et donc c'est pour ça qu'entre nous qui avons spectateurs, il y a de plus en plus de spectateurs qui prennent des abonnements pour le sport, et les publicités qui ont envie d'avoir pas que des cinémas et des séries, enfin du film et des séries, et bah du coup les deux poussent à ces plateformes à avoir de plus en plus de sport, comme Amazon. Est-ce que toi, le sport te ferait t'abonner comme ça à une des plateformes, juste pour le sport? Juste pour le sport? Oui, parce que c'était déjà le cas avec beIN Sport pour la NBA. Donc, bon, j'ai arrêté parce que maintenant j'ai le NBA League Pass, donc j'ai pas besoin. Mais par contre, si c'est avec supplément, ça m'a jamais incité à le faire, tu vois. J'ai Prime, ça m'est pas venu à l'idée une seule seconde de m'abonner à la Ligue 1. Donc, il faut voir ce que ça propose. Par contre, tu vois, sur Canal, la Formule 1 attire énormément de monde. Et c'est un vrai boost pour Canal. Et c'est pour ça que Canal se bat pour garder la Formule 1 à juste titre. Et la présence de sport sur des plateformes m'incite plus qu'à la télé à jeter un coup d'œil. Tu vois, j'ai regardé par exemple sur Canal mon premier Grand Prix de MotoGP. J'ai trouvé ça super, tu vois. Donc pourquoi pas. Non, mais on avait déjà parlé dans plein de vidéos où, en effet, moi je pense que le sport est clairement l'avenir des plateformes, surtout quand les plateformes sont en difficulté, parce que une plateforme en difficulté qui récupère les droits de la NBA et qui la diffuse, par exemple, c'est le jackpot. La NFL, la Formule 1, tu l'as dit, le foot pour l'Europe, etc. Tu vois. Le move d'Amazon sur la Ligue 1, bon, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, mais pour moi est pas bête. Ce qui peut-être s'ils avaient voulu vraiment casser la baraque, mais c'est pareil avec le Pass Warner. Moi, j'aurais inclus ça dans l'abonnement Amazon pour être vraiment la plateforme indispensable. Là, c'est juste une plateforme qui propose des options en plus. Donc au final, que l'option soit sur Amazon, Disney ou Netflix, je m'en fous. Il faut que je la paye. Si cette option m'intéresse pas, je la prends pas, quoi. Donc voilà. Accessoirement, Netflix qui, eux, essayent de se diversifier pour le jeu vidéo. Je sais pas si vous avez la proposition des applications de jeux vidéo. Ça ne me parle pas du tout, quoi. Enfin, pour moi, j'ai l'impression d'avoir de la publicité qui apparaît dans mon app. Moi, ça me saoule. Bref. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est habitué à jouer sur des plateformes bien définies? C'est-à-dire que tu vois, moi par exemple, non, mais j'ai payé Netflix pour des cinémas et des séries, pas pour des jeux que j'ai même pas envie. Je suis d'accord avec toi, mais Amazon, je l'ai commandé moi pour regarder, je l'ai pour regarder des séries, des films et pour me faire livrer rapidement. C'est pas pour autant que je vais m'intéresser à Amazon Gaming. Alors que pourtant ils offrent des jeux tous les mois, etc. Donc en fait, je dis ça, c'est parce que moi j'ai l'habitude de jouer à mes jeux sur Steam, sur PC, sur PlayStation et sur Xbox, mais pas sur Amazon, sur
le truc de Fortnite, là, j'ai oublié le nom, etc., etc. Enfin voilà. Mais le truc, c'est moi, que je vais tu es arrivé à un âge où tu as des habitudes. Là, ça fait combien de bah temps oui, que tu as quitté non, la mais voilà, on est couché à 8 heures. les contrées de Moldavie là. Ça fait combien que tu as quitté de ton château tu es sorti de ton sarcophage pour venir dans les terres d'Europe il y a 1000 ans, même pas. Quand le soleil s'est couché à 14 heures. Tout simplement. Enfin, normal. Moi, je vais te parler de The Flash, mais pas du film en lui-même, juste qu'il y a un truc qui est important, qui a été annoncé au moment de l'annonce donc, de la sortie de Max. C'est que, en fait, Warner a l'air de vraiment y croire à ce The Flash, puisqu'ils ont révélé que la VOD de The Flash n'arriverait pas 45 jours après sa sortie en salle, mais 3 mois plus tard. Ça, c'est un signe vraiment qu'ils espèrent une bonne exploitation en salle du film The Flash. Par exemple, très concrètement, Shazam, 45 jours après pile, il était dispo. Et il y a beaucoup de films qui sont sortis début 2023 qui sont déjà sortis en VOD pile au bout des 45 jours. Le dernier en date, c'est 65 avec Adam Driver, donc c'est le Jurassic Park du très pauvre, qui, or lui, est sorti direct. Personne n'est allé le voir au cinéma. Ils se sont dit, avec un coup de bol, les mecs, vous allez nous regarder ça en VOD. Et en fait, la sortie de Shazam 2, tu sais qu'en VOD, a pas eu un succès retentissant, mon cher. Pour info, les premiers chiffres VOD sont sortis et c'est pas foufou. Je vais faire une série de petites news là comme ça rapide. Le tournage de The Boys saison 4 est terminé. Il y a une photo avec Karl Urban donc qui joue le héros de The Boys, qui joue Butcher, avec Jeffrey Dean Morgan alias Negan, puisque Jeffrey Dean Morgan rejoint The Boys pour la saison 4. C'est marrant parce que c'était le daron l'acteur qui jouait le petit soldat dans la saison 3. Donc c'est vraiment, tu vois, dans Supernatural. Donc en fait, les anciens de Supernatural se retrouvent dans The Boys. Sachez, on l'a dit la semaine dernière, mais je le redis, l'acteur qui jouait donc le petit soldat sera dans le spin-off Gene V. Et la saison 4 de The Boys arrivera justement après la diffusion du spin-off. Donc le spin-off est annoncé pour fin 2023 ou peut-être automne 2023. Est-ce qu'on aura The Boys saison 4 en 2023 ? Ça n'est pas sûr. Peut-être début 2024, on verra. Dans le cadre de la promo du film Barbie, mon cher Greg, on en a parlé la semaine dernière. Alors il y a eu comme j'avais dit, il y a eu un buzz sur les affiches. Le premier trailer avait étonné beaucoup de monde. Alors nous, il y a déjà longtemps qu'on disait qu'il fallait vraiment s'attendre à autre chose qu'à un film tout pourri comme beaucoup de gens le pensaient au premier abord, parce que la réalisatrice c'est pas n'importe qui, parce que le casting était dingue, et on l'avait mis dans les films qu'on attendait le plus en 2023, et c'est en train de se confirmer. Et il y a Margot Robbie qui est dans Variety a parlé du film et qui a dit que lorsqu'elle avait lu le script de Barbie, elle s'était dit ce truc là ça se fera jamais. Le script est excellent, mais jamais ils nous laisseront faire ce film. Eh ben si, ils l'ont fait, donc ça intrigue encore plus. Mad Max Fury Road aura, vous le savez, un film spin-off qui est centré sur Furiosa quand elle était jeune. C'est Anya Taylor-Joy qui joue Furiosa. Adios Charlize Theron, et il y a Chris Hemsworth qui joue dedans. Et ben Mad Max Furiosa, car c'est le nom du film, sortira le 24 mai 2024. Et puisque je t'avais parlé de Euphoria, je vais te dire en quoi je vais en reparler maintenant. Dans la série Euphoria, il y a Eric Dane qui joue le père homo d'un des jeunes du lycée, dont la performance d'acteur a été plus qu'amplement saluée. Eric Dane, vous le connaissez peut-être, puisqu'il jouait le docteur Glamour dans Grey's Anatomy. Il y avait le docteur Mamour, Patrick Dempsey, et il y avait son meilleur ami, le docteur Glamour, joué par Eric Dane. Dans Euphoria, il a véritablement crevé l'écran. Et du coup, là, Hollywood s'intéresse à lui. Il a récupéré le rôle principal, pas le rôle principal, mais il sera le principal méchant du film Bad Boys 4. Alors, en termes de qualité, je pense qu'entre Euphoria et Bad Boys 4, il y a un sacré grand écart. Mais enfin, voilà, il va retrouver Will Smith et Martin Lawrence. Voilà, mon cher Greg. À toi pour d'autres news. Fais-nous rêver autant que j'ai fait rêver le public sur cette série de news. Mais là, tu nous as fait rêver de ouf. Donc, tu nous as dit qu'un mec avait tellement brillé dans la série Euphoria
qu'il allait être le méchant du 4e film de Bad Boys. C'est le mec, c'est l'achèvement de sa carrière, quoi. Non, mais Eric Dane était pas à l'affiche de gros films hollywoodiens. Euphoria l'a quand même propulsé suffisamment haut pour jouer dans des films pourris de blockbuster. Et ça, quand même, mine de rien, c'est pas mal. C'est balèze. Tu vois, par exemple, la petite série indépendante The Mandalorian. Je sais pas comment ça se dit. Laurent. Enfin bref. C'est celle sur le jardinage. Pascal qui joue. Avec Jean Jardine, jardine pas. Dean Jardiland. J'adore les commentaires des gens qui disent qu'il peut pas jardiner. Ça, c'est génial. Donc, il y a Dean Jardine, Pedro Pascal. Et ben, Pedro Pascal, il s'est fait remarquer pour sa prestation d'acteur dans The Mandalorian. Et du coup, les gens se sont dit, mais il joue le mec casqué comme personne. Et du coup, ils lui ont offert un rôle à Hollywood de premier choix. Et il a joué dans Wonder Woman 1984. Donc, tu vois, ça ouvre des portes de faire des grandes prestations au cinéma. En série pour arriver au cinéma. Ouais. Bon, il avait juste pas fait de film avant, évidemment. Alors, donc... Pedro, non, jamais. C'était son premier. Ok. Bref, merci monsieur second degré. Alors du coup on repart sur une news un petit peu business. Donc c'est Netflix qui est en train de se faire attaquer de tous les côtés par les gouvernements et les États, enfin vous allez comprendre, et même les villes. Ah, comme les droits de l'homme. Et du coup, non, pas tout à fait, mais c'est pour des choses un peu moins louables. Et donc, en gros, le truc, c'est que, évidemment, au début, Netflix est arrivé et ils ont changé les modèles et ils sont arrivés, ils étaient pas taxés comme les chaînes. On rappelle en France le modèle quand les chaînes de télé sont obligées de mettre une partie de leurs revenus sur la production de films. Et c'est ça qui permet d'aider et d'avoir une scène cinématographique en France qui est très riche. En tout cas, qui a beaucoup de films. Et le truc, c'est que dans plein de pays, il y a des règles comme ça. Et en fait, accessoirement, le Canada a très vite commencé à taxer les plateformes de streaming et à utiliser ça pour aider financièrement les films à arriver chez eux ou les boîtes de production à produire pour moins cher. Et du coup, en fait, petit à petit, tout le monde se réveille en disant bah ouais, en fait, on faisait des taxes sur les chaînes de télé, on faisait des taxes sur le cinéma et tout. Pourquoi est-ce que Netflix il paye pas les taxes ? Et du coup, donc évidemment, bon, la France, on en a déjà parlé, ça y est, a mis en place ce système où ils sont obligés de payer des films qui vont être au cinéma, mais il y a donc le Canada qui a resserré la vis et c'est le cas un peu partout dans le monde, ce qui commence à inquiéter du coup les amis de chez Netflix parce qu'ils disent que bon bah ils ont déjà du mal à être rentables et là c'est compliqué et du coup il y a carrément et donc là c'est vraiment ça c'est parti en mode c'est open bar parce que là il y a la ville de New York qui est en train d'examiner de faire passer une loi pour que 4%, alors attendez, qu'il y ait une taxe qu'ils appellent la taxe des 4%, qui permettrait de payer les rénovations du métro pour que donc les utilisateurs new-yorkais n'aient pas à payer leurs billets dans certains cas, ou moins cher, en faisant cette nouvelle taxe de 4% sur Netflix. Donc, du coup Netflix dit mais quel est le rapport avec entre Netflix et le métro et donc je trouve ça assez marrant de se dire que bon ils ont été en mode on est des pirates on fait ce qu'on veut et que maintenant bah en fait ça les rattrape et leur modèle qui est déjà à peine rentable quand ils rentrent dans le monde classique où les gens payent des impôts vous et moi on paye des impôts et visiblement ils sont en train de s'inquiéter. J'enchaîne avec ma dernière news, mon cher Kerr, c'est c'est ça, mon avant-dernière news, qui est, bon, je vais vous faire une petite news rapide et puis je ferai l'autre après. C'est du coup, si vous avez envie de produire des vidéos, du cinéma, des séries de manière internationale, eh bien sachez que Singapour vient de créer un fonds d'investissement et d'aide au cinéma de 7,5 milliards de dollars et c'est pour tout simplement il faut que ce soit en rapport avec le fait de faire rayonner Singapour. Évidemment, si vous tournez chez eux, c'est mieux.
Et voilà, il faut pas y voir sans doute qu'ils ont envie d'avoir un peu plus de rayonnement pour qu'on parle un peu plus d'eux régulièrement. Voilà. Mais du coup, 7,5 milliards, je pense qu'on... À ton avis, est-ce que le prochain James Bond, il se passerait pas à Singapour? Moi, j'ai l'impression que c'est une ville qu'il a eu très très envie de visiter, et je pense que MGM, qui a des problèmes pour financer ces James Bond, je pense qu'ils vont avoir envie d'aller voir un petit peu quelle est la nourriture locale là-bas. Et les Transformers. Est-ce que tu crois pas que les Transformers, ces robots chevaleresques, hein, ils n'avaient pas envie aussi de voir un petit peu la ville de Singapour? Et est-ce que tu crois pas que la série Harry Potter, elle a pas envie d'avoir un étudiant qui vient de Singapour? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes chez beaucoup de ces boîtes de production qui sont en train de se dire, mais Singapour, c'est sympa comme ville en fait. Voilà. Est-ce que tu as encore des news? Oui, mon cher Greg, j'ai d'autres news à vous donner. Alors, il y en a une déjà autour de Star Wars. Vous vous dites, mais enfin, il ne parle pas de toutes les annonces Star Wars. Oui, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne qui revient dessus amplement. Et au moment de la Star Wars Celebration, au moment où ils parlaient de Star Wars en veux-tu en voilà, ils ont aussi fait un petit aparté pour parler d'Indiana Jones and the Dial of Destiny, le prochain Indiana Jones qui sera d'ailleurs présent à Cannes. Et Kathleen Kennedy a longuement parlé du film. Moi, je vous dis juste l'info que j'ai retenue, c'est que le film va durer 2h22. Voilà. J'ai pas retenu grand chose, hein, je vous préviens. Il y a un film de James Mangold. Alors lui, à la Star Wars Celebration, c'était vraiment c'était Jésus, quoi. Le mec, il a un film Star Wars. Derrière, il prend le micro et dit oui, j'ai un film Star Wars. Ça va être en gros comme les 10 commandements, c'est un film biblique. Mais ceci dit, moi, Star Wars, ça n'est pas que ma vie. Je confirme que je réalise Swamp Thing, le film de DC. C'était une grosse rumeur. Puisque en fait, au moment de l'annonce des projets DC et l'annonce de Swamp Thing, James Mangold avait mis sur Instagram une photo de Swamp Thing. Donc on avait compris que soit il faisait du pied à James Gunn pour avoir la réal, soit c'était déjà dealé. Deuxième option qu'il faut retenir, c'est bien James Mangold qui va réaliser le film. James Mangold, il a déjà réalisé un film de super-héros, c'est Logan, avec Hugh Jackman, donc belle référence. Et le mec, il se dit, mais moi j'ai pas... Là, dans mes listes de films que j'ai à faire, là, il n'y a pas de biopic. Je vais donc faire un biopic. Bob Dylan. Biopic de Bob Dylan, donc par James Mangold, avec Timothée Chalamet, comme vous voulez, qui va donc... alors le film était déjà annoncé, hein, début de tournage en août. Donc c'est le prochain film que réalise James Mangold. Et il a annoncé, James Mangold, à l'occasion de la Star Wars Celebration, il a dit, les amis, Timothée Chalamet, que vous verrez en fin d'année dans Dune, puisque c'est Paul Atreides dans Dune, Timothée Chalamet, il va lui-même chanter Bob Dylan. Et alors, mon cher Greg, j'ai vu des photos de Chalamet et Bob Dylan côte à côte. En fait, Chalamet, c'est Bob Dylan en plus jeune. Ou Bob Dylan, c'est Chalamet en plus vieux. C'est incroyable comme les deux se ressemblent, je trouve, sur les photos que j'ai pu voir. Bref, voilà pour James Mangold. J'enchaîne pour vous dire que, alors c'est le projet, flippons tous ensemble, simultanément. C'est le projet, la grosse flip de la semaine. Netflix a annoncé... Accroche-toi bien, Greg. T'es assis là, c'est bon? T'es dans le canapé? Oui. Je veux vérifier, Daniel. Mets Greg à l'écran. Voilà, donc il est bien installé, c'est bon. Netflix a annoncé un remake par ses soins du film Le Salaire de la peur, film français de 53 de Clouzot, considéré par tous comme un chef-d'œuvre, qui avait déjà fait l'objet d'un remake en 77 réalisé par William Friedkin avec Roy Scheider notamment des Dents de la Mer, qui s'appelle Le Convoi de la peur, qui est toujours d'ailleurs considéré lui aussi comme un chef-d'œuvre. Et là, donc, le prochain, donc après le Salaire de la peur, après le Convoi de la peur, on n'a pas le titre, ça sera peut-être le Go Fast de la peur. Toujours est-il qu'il y a un nouveau remake pendu par Netflix, réalisé par Julien Leclerc, qui a derrière lui des films comme La Terre et le Sang ou Sentinelle. Et Julien Leclerc qui est aussi connu pour avoir fait des années d'animation de Questions pour un champion. Exactement, et pour avoir 2-3 boutiques ici et là à travers la France. Donc voilà. Donc l'ami Julien Leclerc, comme je disais, donc réalisateur de La Terre et le Sang et Sentinelle,
Alors, je rappelle rapidement l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. On a donc 4 personnes qui sont chargées d'un voyage périlleux sur plus de 500 km avec une cargaison pour le moins explosive puisque c'est de la nitro. Donc, comme j'ai dit, ça a donné lieu à 2 très grands films. Là, cette fois, les 4 personnes qui vont devoir voyager avec de la nitro ou peut-être un autre explosif, je ne sais pas. C'est Alban Lenoir qu'on a vu dans Balles perdues 1 et 2, donc habitué de l'action de Netflix. On a Franck Gastambide qui a fait Valider notamment, qui a fait les Kaira et qui est un habitué lui aussi de l'action en voiture puisqu'il a joué dans Taxi 5. Et il y a Sofiane Zermani que je ne connais pas, et il y a Anna Girardot que j'adore, et qui était dans La Flamme, bien évidemment, c'est la Anne que ne peut pas blairer Marc, et qui accessoirement a joué récemment dans un film qui s'appelle La Maison, où elle joue une autrice qui veut en fait écrire sur le monde de la prostitution et qui du coup devient prostituée pour témoigner de son expérience. Le film est très étonnant, je trouve. Et donc on a ce quatuor-là. Je ne sais pas si ce projet te fait flipper, mais moi ça me fait un peu flipper. J'ai rien contre Alban Lenoir, contre Leclerc, etc. Après, un film de voiture géré par Leclerc, quand on connaît le succès des Leclerc Drive, je ne peux qu'adhérer. Mais quand même, ça m'inquiète un petit peu. Pas toi ? Bah, en fait, Kerr, moi je me suis dit vraiment pendant toute cette news, je me suis dit, tous ces gens qui se sont dit, mais Kerr il fait vide dans ses news et tout, alors que Greg il nous a saoulés avec cette news au début sur l'argent là. Et là, ils se disent, non mais en fait, est-ce que c'est pas Kerr qui fait trop long avec cette news sur le salaire de la peur ? Et du coup, en fait, moi ce que je me demande, c'est est-ce que tu en as fait une grosse news ? Parce que vraiment, au fin fond de toi, tu penses que c'est une grosse news ou c'était juste, et sois honnête, parce que tu voulais faire ta vanne sur Leclerc ? Je ne sais pas. Par contre, le salaire de la peur adapté au cinéma par Leclerc, moi je pense que quand j'ai vu l'info, j'ai cru t'as que failli le salaire refaire de la blague. peur de chez Leclerc c'était celui des Tu caissières l'avais en fait. tellement préparé que t'as failli refaire la blague. Est-ce que j'ai déjà balancé cette vanne que j'ai écrite hier matin ? Non ? Moi je vous la refais 2 fois alors, c'est cadeau. Mais et du coup, est-ce que je le sais projet pas te fait si peur ? Leclerc dans les Auchan, merde, j'ai planté cette vanne. Mais attends, à Leclerc, ils vont les prendre comment les carrefours dans le film avec la nitro ? Ok, c'est vraiment une news sans fin. Donc moi je vais terminer par de mon côté ma news, donc t'en as peut-être d'autres, mais moi je veux juste faire très rapide. C'est Barry Diller qui était donc au sommet, dont j'ai complètement oublié qui sont, je crois que c'est un colloque qu'il y a eu entre les plus gros directeurs marketing, je crois, des boîtes de production, des majors de studios, etc. aux États-Unis. Qui du coup en fait a donné un avis que je trouve assez intéressant. En gros, il expliquait qu'au début d'Internet, tout le monde, il y avait une espèce de truc où Internet devait être gratuit, tout ce qui était sur Internet devait être gratuit, et ça a fait que c'était devenu très compliqué, ça a tout de suite été très très dur de trouver des modèles économiques pour faire que les choses existent sur Internet. Il faut bien voir que eux, dans leur tête, ils pensent cinéma, série principalement. Et que donc, ils voyaient Internet comme une zone où il n'y avait que du piratage, des vidéos sur YouTube, sur des plateformes où tous les contenus étaient gratuits. Et donc, c'était très compliqué pour eux d'exister sur ces terrains-là. Et en fait, ils disent qu'il ne faut faire attention de ne pas faire cette erreur 2 fois, et par rapport à l'arrivée d'un seul coup de l'IA, et des IA génératives qui se basent sur des modèles existants. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que du coup, les IA actuelles sont en train de générer énormément d'images. Eux, encore une fois, ce qui les intéresse, c'est cinéma-série. Et aussi des générations de scénarios, par le fait qu'elles ont été nourries de films, de séries, de scénarios, d'Internet, d'une manière générale.
Et du coup, ils pensent qu'il faut tout de suite, pour eux, que tous les grosses majors de studios, etc., fassent des procès à toutes les IA, enfin toutes les sociétés qui développent des IA, pour leur prélever des droits des copyrights, hein, tout simplement, des copyrights de création, en disant, votre IA, elle a été éduquée à 10% par nos contenus, du coup, vous nous devez 10% des copyrights de tout ce qu'elle va créer. Et c'est une idée que je trouve assez intéressante parce que comme j'en parlais la semaine dernière, les gouvernements savent pas comment gérer. Est-ce qu'ils vont mettre ou pas, est-ce que c'est interdit comme en Italie, est-ce qu'ils vont faire des commissions, etc. Il y a du coup des boîtes qui flippent de ne plus exister d'ici quelques années. Et en fait, je trouve ce point de vue assez intéressant parce qu'en fait, il n'est pas dans une logique de bloquer la nouveauté, mais elle est dans une optique de dire c'est pas parce que c'est une nouveauté qu'elle n'est pas dans le corps des lois et des règles du reste de ce qui a été fait dans l'humanité. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Et pour le coup, je toucherai pas un centime, mais je serais très content de savoir que l'auteur, le peintre, le photographe ou l'auteur que peut-être vous ou moi aimons est payé par sa partie de la création qu'il a fait et qu'il a donnée du coup aux IA. Voilà. Petite news, mais une news qui me paraissait intéressante, un point de vue qui a été donc dit devant les personnes qui pèsent à Hollywood. Après, est-ce qu'ils vont le faire ? Je ne suis pas sûr, mais je trouve ça très intéressant et j'espère qu'ils le fassent. Qu'est-ce que tu en penses, Ker ? Non, je trouve que c'est intéressant, en effet. J'ai une dernière news, mon cher Greg, si tu le permets, qui va concerner le MCU, juste pour vous dire qu'il y a un acteur que j'aime bien, qui s'appelle Paul Adelstein, qui a rejoint le MCU dans un rôle mystérieux. Paul Adelstein, il a vu plein de rôles tout pourris dans les séries télé, notamment dans Prison Break, etc. Il était très bien dans la série Scandale, il jouait Léo Bergen, et moi je l'avais trouvé très bon dans le spin-off de Grey's Anatomy qui s'appelait Private Practice. C'est un acteur que j'aime bien, et il va donc rejoindre ce MCU, et en regardant, tu vois, les différents rôles dans lesquels il a pu jouer au cours de sa carrière, Paul Adelstein a l'originalité d'avoir joué 2 rôles différents dans la série Urgence. Donc voilà. Les mecs se sont dit, écoutez, on l'a déjà mis il y a 3-4 saisons, il passait rapidos, on le remet là rapidos, voilà. Sauf que maintenant qu'il fait partie du MCU, les gens, quand ils vont voir Urgence, ils vont se dire, mais attendez, lui, j'ai déjà vu il y a 4 saisons, voilà. Et on l'a vu récemment dans le film Le Menu. Voilà, j'ai terminé mes news. Le Menu que j'ai très envie de voir. Tu sais que la fois où tu mangeais du chèvre pendant l'émission, ouais. Beaucoup de gens ont demandé à ce qu'on ouvre une chaîne secondaire sur la bouffe. Voilà. Ils nous ont proposé des noms, ils nous ont dit Cult and Glut, sauf que les glutes, en fait, c'est les muscles fessiers en américain. Non, c'est glut. Et si on vise le marché international en tant que Français, oui. C'est chelou, tu vois. Donc, oui, j'ai complètement perdu mon idée. Ah si. Et du coup, pour clôturer, ce serait dommage de pas juste vous mentionner que Jérémy Renner, du coup, va très bien, qu'il est sur beaucoup de plateaux télé en ce moment pour raconter son histoire. Et j'ai trouvé très marrant. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé très marrant le fait qu'il expliquait que donc il avait reçu des messages de plein d'autres personnes et d'autres Avengers, etc. Et que notamment Paul Rudd avait été assez différent dans ses messages puisque lui se moquait de Jérémy Renner et ils ont carrément diffusé un des extraits vidéo où Paul Rudd lui dit mais est-ce que du coup ça t'a permis d'être plus sage et de te dire que la prochaine fois tu laisseras la glace fondre plutôt que d'utiliser ton chasse-neige et du coup la vidéo... Se moquer de Jérémy Renner, ça me fait vomir. Et pas toi. Et du coup, j'ai trouvé ça assez sympa entre les deux. Et mais évidemment, il faut toujours respecter Jérémy Renner et ne pas se moquer de cette situation. Et du coup, c'est un peu un mot de la fin chelou, mais voilà. Donc maintenant qu'on est sorti de l'hiver. Eh bien, j'ai envie de dire, nous sommes tous beaucoup plus en sécurité et Jérémy Renner plus que les autres. Des bisous à tous, bisous Ker. Et tu dis ça, mais il y a une averse de graines, mec, aujourd'hui.
Il a eu en grêle, Daniel, en contenu de glace. Daniel est venu malgré la grêle au record. Ouais, Je tiens juste à dire. moi, en 10 Elle n'y minutes, croyait pas. il a tombé plus de glace et neige confondu, je sais pas, que pendant tout l'hiver. Donc, voilà, c'était le point météo de Léa Vidéo. Voilà, donc vraiment cette vidéo de news, je pense que c'est une des meilleures sur la chaîne. Je pense que là, on peut faire un débat débrief, tu vois. Des plus belles vidéos, on était vraiment droit au but. Franchement, tu vois, on promet la presque qualité au début des vidéos. Je pense que là, on est peut-être un petit peu en dessous, quoi. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oui, mais potentiellement de qualité. Nous n'avons pas dit que les Égyptiens avaient l'électricité à l'époque des pharaons. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai pas la ref. Tu n'as pas la ref. Maître Gims Oui, c'est ça. Maître Gims, je connais pas, c'est Daniel qui me balance l'info. Eh ben, écoutez, merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao, ciao.